Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. Merci, ravi d'être à vos côtés pour discuter des enjeux et des priorités de ce secteur magnifique qu'on a en France, qui est le luxe. Voilà, on va démarrer tout de suite. Equincy donc a mis sur pied ce webinaire pour parler aujourd'hui chaque année. Je ne sais pas si vous savez, mais on interroge régulièrement nos clients, nos prospects et plusieurs acteurs du luxe pour connaître leurs défis, leurs enjeux, ce qu'ils ont mis à l'agenda de leur feuille de route annuelle. Et à l'issue de cette enquête qu'on a réalisée au premier trimestre 2024, eh bien, 4 sujets prioritaires sont ressortis. Alors, sur ces 4 sujets, le premier, c'était sur l'IA générative. Sans, je dirais, étonnement. Et donc, on essaiera de comprendre comment aujourd'hui les acteurs du luxe se préparent à ces nouveaux processus intégrant l'IA générative avec Hervé. Et puis, quelles sont les grandes catégories de cas d'usage qu'on voit aujourd'hui apparaître parmi les acteurs du luxe. Le deuxième sujet, je dirais, ce sujet, il intervient toujours avec récurrence et persistance, c'est le recrutement des candidats et la fidélisation des collaborateurs. Alors, parmi les plusieurs sujets qu'on avait proposés, il y en avait même en choix libre, celui-ci revient, je dirais, chaque année, et on interrogera Frédéric Barbier pour comprendre pourquoi ce sujet a toujours autant d'acuité chez les acteurs du luxe. Nouveau sujet, je dirais, qui a fait son apparition cette année, le marketing mix modeling. Et en effet, à l'ère de l'omnicanalité, comment on peut réussir à bien mesurer la contribution et à isoler la contribution de chaque levier marketing au revenu d'une maison. Et pour en parler, Frédéric Marteneau, que je vais présenter dans un instant. Et puis, dernier sujet, qui fait couler beaucoup d'encre dans les médias, mais aussi qui, bien évidemment, arrive chez les acteurs du luxe, la responsabilité sociale et environnementale. Et donc, on essaiera de comprendre avec Charlotte Veil quels sont aujourd'hui les défis lancés aux maisons de luxe par la RSE. Alors, autour de moi, pour adresser ces 4 sujets, eh bien, 4 professionnels, chacun dans leur discipline, dans leur secteur d'activité, pour répondre à ces enjeux. Donc, moi, j'ai plein de questions, je suis ravi de les avoir, c'est un moment privilégié. Mais bien évidemment, grâce au module de chat, vous pouvez aussi préparer et poser vos questions à Hervé, Frédéric et Charlotte. Donc, Hervé, écoute, on est ravis de t'accueillir. Tu prends souvent la parole sur les sujets d'IA et d'IA générative. Tu animes le club Data et IA au sein du groupe EDG. Tu as un doctorat en machine learning. Tu es professeur à l'école d'économie d'Aix-Marseille et en charge, en effet, de toutes les activités IA et IAGEN chez Equincy et du développement des solutions IAGEN. Ravi de t'accueillir sur cette table ronde, Hervé. Ravi aussi, merci. Frédéric, donc tu es directrice générale de Wild Search, cabinet de chasse de tête. Tu es diplômée de Schema Business School. Avant d'exercer ce métier, tu étais directrice commerciale, d'abord chez Ubisoft, merveilleuse société française de gaming, puis chez THQ. Et puis, il y a une vingtaine d'années, je crois, tu opères un changement professionnel pour t'orienter vers la chasse de tête et le recrutement, pour monter en 2012, ton propre cabinet, Wild Search. Et depuis 20 ans, on peut dire que tu rencontres en moyenne 4 à 5 candidats par jour qui t'expriment leurs exigences, leurs volontés, leurs souhaits, leurs attentes, les valeurs aussi qu'ils partagent. Et c'est ce regard qu'on aimerait avoir aujourd'hui de ta part, notamment vis-à-vis de comment se positionnent les candidats et ceux aussi qui partent parfois des maisons de luxe vis-à-vis de ces belles maisons. Frédéric, toi, tu as un DESS en économétrie. Tu fais tes armes, bien évidemment, chez Cara, puis chez Dentsu Aegis Media. Et puis, il y a 2 ans, tu crées ta propre solution de marketing mix modeling, même de plus, dépasse, je dirais même le champ de marketing. Tu nous en donneras un mot tout à l'heure. Et tu accompagnes plusieurs clients, justement, dans leur marketing mix modeling, des clients prestigieux, comme Air France, Danone, Chipedo,
push, mais aussi l'union de la publicité extérieure pour bien mesurer comment se raconte, je dirais, et l'efficacité des leviers marketing pour créer encore une fois du revenu, du chiffre d'affaires chez les marques. Et puis Charlotte, tu es présidente du cabinet conseil Equancy, tu es ingénieur nucléaire, ce qui, chacun ne le savait pas, c'est assez inattendu dans ce secteur d'activité, de mine ParisTech. Tu débutes ta carrière chez Newron et puis tu rejoins Equancy il y a 20 ans. Tu fais partie des premiers associés d'Equancy pour prendre sa présidence en 2012. Et puis, il y a 2 ans, tu engages véritablement la transformation RSE du cabinet avec notamment l'inscription d'Equancy à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, où avec 40 autres sociétés de conseil, tu rejoins 80 dirigeants qui, en 9 mois, réalisent un parcours exceptionnel pour repenser leur modèle d'affaires à l'aune des enjeux et des défis planétaires pour accélérer la transition du secteur du conseil vers la RSE. Et puis, avec les expertises en data et en transformation d'Equancy, tu conçois et développes l'offre RSE du cabinet. Et aujourd'hui, tu accompagnes les clients d'Equancy et d'autres, on espère, dans leur transformation RSE. Alors, merci à tous d'être là. Hervé, je vais commencer par toi. Voilà, j'ai bien évidemment plein de questions à te poser. La première, je dirais, on voit que les marques de luxe se sont emparées déjà de ce sujet de l'IA générative. Elles n'ont pas attendu les agences de création de contenu pour avoir du conseil. Elles ont dépassé, pour certaines, même la phase d'acculturation. Elles se sont toutes mises aux ateliers de prompt engineering, texte ou vidéo, et avancent aussi d'ores et déjà sur la mise en place de solutions IAGEN. Alors, à ce titre, quelles sont, toi, les grandes catégories d'usage de l'IA générative que tu as vues dans les maisons de luxe aujourd'hui ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont tentées, expérimentées et développées. On voit quand même 4 grandes catégories se distinguer. Une première catégorie tourne autour de cas d'usage dans l'interaction avec les clients. C'est pas forcément le sujet le plus évident, parce que dans les codes du luxe, effectivement, on a la volonté d'avoir de la proximité, de l'humain dans la relation, et donc pourquoi vouloir y mettre de l'intelligence artificielle? C'est que l'interaction avec l'intelligence artificielle permet soit d'être présent quand l'humain n'est pas là, donc ça veut dire éventuellement être capable d'interagir avec des clients de façon suffisamment qualitative dans des moments où, par exemple, des conseillers en ligne ou autres ne sont pas disponibles. Et donc, on voit se développer toute une série d'applications autour de cette capacité à interagir en espérant avoir un bon niveau de qualité d'interaction et aussi la capacité à avoir quelque chose de plus personnalisé qu'un chatbot historique, par exemple. Donc, interaction avec les clients, c'est un axe qui est travaillé en termes de cas d'usage. L'autre est un ensemble de cas d'usage autour de l'image et de la gestion de l'image de la maison, à la fois sur sa protection, mais aussi éventuellement sur la validation et la vérification que les contenus qui sont produits par les équipes marketing et par l'IA sont bien conformes à des lignes, des guidelines autour de la gestion de l'image de la maison. La troisième catégorie que l'on voit, c'est le changement important qu'il va y avoir au niveau des interactions que l'on peut avoir sur les sites web, qu'ils soient marchands ou non marchands, avec l'arrivée d'outils d'IA générative. Donc, ça peut vouloir être des éléments de personnalisation, d'interaction. Donc, par exemple, comment on aide à trouver qui soit adapté à une demande, comment on transforme l'expérience de recherche pour passer d'une simple barre de recherche à un assistant qui va aider le visiteur dans sa navigation et dans sa recherche d'informations. Donc, toute une série d'usages autour de l'amélioration de l'expérience sur les sites web. Le dernier axe que l'on voit se développer, c'est des choses autour, bien évidemment, de l'aide au développement. Et je parle bien d'aide et non pas de substitution et de remplacement. On n'est pas du tout sur ces thématiques-là dans les cas qu'on a pu voir. Donc, il s'agit d'aider éventuellement les équipes au développement et au design des produits, soit en suggérant des pistes
de création et d'innovation, soit en aidant à réaliser toute une série d'étapes que l'on pourra plus ou moins automatiser à l'aide de l'IA-Gen, alors que jusqu'à présent, elle nécessitait beaucoup de travail, et donc de pouvoir comme ça multiplier les idées, multiplier les pistes créatives que l'on peut explorer grâce à l'IA. Voilà un petit peu les 4 catégories que l'on voit assez régulièrement. Ok, merci. Alors, j'ai envie de te poser une question sur le champ de la relation client. On voit en effet qu'un des grands apports de l'IA-Gen, c'est de refondre complètement l'expérience de recherche. On a fait tout l'exercice, on a tous fait chacun l'exercice d'aller interroger ChatGPT ou Perplexity AI pour avoir une réponse structurée, exhaustive, argumentée, qu'on peut façonner finalement chacun à sa façon et à sa main. Mais en même temps, cette expérience de conversational search qui révolutionne. Avant, on tapait dans une barre de recherche Google et on avait des liens. Elle est complètement révolutionnée par l'IA-Gen et elle remet au goût du jour tous les chatbots conversationnels. Et on a envie nous-mêmes, voilà, on l'exprime. Et pourtant, on voit peu de marques de luxe qui sortent aujourd'hui leur chatbot conversationnel. On voit ça dans d'autres secteurs d'activité, mais on a l'impression que les maisons de luxe restent assez timides par rapport à cette nouvelle capacité, l'IA-Gen qui rebat les cartes des chatbots. Et donc, quelle analyse tu fais de à la fois cette technologie qui rebat les cartes et finalement une forme peut-être de frilosité ou d'attendre de faire des choses en interne pour que les maisons de luxe se lancent dans cette nouvelle expérience de recherche? Alors, je le lis à 2 niveaux. En fait, il y a déjà eu des expériences de chatbot qui ont été lancées. Certaines maisons ont retiré leur chatbot parce qu'il n'était pas suffisamment qualitatif. Les technologies historiques de construction de chatbot ont présenté beaucoup de limites et il y a eu aussi, il y a quelques années, un engouement peut-être moins important, mais quand même significatif autour des chatbots, et on s'est rendu compte parce que nous-mêmes chez Econti, on a pu l'expérimenter, que c'était pas des outils faciles à mettre en place, pour qu'ils aient un bon niveau de conversation, qu'ils soient capables de répondre à tout un ensemble de questions, voilà, et que ça nécessitait aussi beaucoup de maintenance derrière pour arriver à maintenir le chatbot. Donc c'est un demi-succès entre guillemets ces chatbots, et je pense qu'ils étaient bien en deçà des exigences que l'on a quand on est une maison de luxe par rapport au niveau de qualité de service qu'on souhaite imposer. Il va y avoir un reboot des chatbots, c'est clair. On a vu beaucoup d'entreprises tout de suite se mettre sur ce sujet-là. C'est clair que l'IA générative apporte tout un certain nombre de solutions aux difficultés qu'on rencontrait historiquement avec les chatbots. Donc je pense que le process il est en cours. Pour un certain nombre d'entreprises, c'est relativement facile et évident de mettre un chatbot et d'avoir une qualité de service correcte, mais pas forcément extraordinaire. Peut-être que les maisons de luxe regardent le sujet peut-être avec plus de recul et vont sûrement y aller quand ils auront pu bien intégrer cette nouvelle technologie et qu'elle aura le niveau de qualité suffisant. Après, il y a toujours le paradoxe un peu des relations que l'on cherche à avoir en maison de luxe. C'est besoin d'une relation humaine, personnalisée, personnifiée avec quelqu'un. Et donc, c'est pas forcément évident que l'intelligence artificielle soit quelque chose qu'on veuille mettre tellement en avant si on dit que ça devient l'élément principal de relation avec les clients. Et il n'est pas impossible que certaines maisons se définissent justement dans leur excellence et dans leur dans leur qualité exceptionnelle par le recours ou non à l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément évident à ce stade-là, avant d'avoir complètement fait le tour des capacités de ces solutions, de s'être positionné en termes de relation à la technologie, de mettre en place ce type de solution. Mais c'est clair que ça devrait arriver, on devrait réapparaître un certain nombre de chatbots sur un certain nombre de sites ou en complément sur des services clients. Ok, merci. Alors, en effet, peut-être pas tout de suite les chatbots conversationnels, mais bientôt. Et du coup, j'ai envie de te poser la question,
c'est quoi le next best move, en fait, hein, le prochain mouvement, selon toi, que veut devoir opérer ou vouloir opérer les acteurs du luxe sur l'IAGEN. En plus, tu conseilles pas mal aussi d'autres secteurs d'activité. Est-ce que tu vois un décalage, une singularité des acteurs du luxe vis-à-vis de l'IAGEN et quel, quel est justement ce prochain mouvement que tu penses voir ou potentiellement prédire que feront les acteurs du luxe sur l'IAGEN? Alors, je n'ai pas forcément de boule de cristal et je vais pas forcément me mettre en Madame Irma. Ce qui est clair, c'est que on peut pas dire que le luxe en général soit en retard sur le sujet. C'est justement une des capacités souvent de cette industrie, c'est de pouvoir regarder assez tôt un certain nombre de sujets, de l'adopter ou pas. Hein, ça, c'est une autre décision qui peut être prise. Mais pour moi, je constate pas du tout de retard particulier. On a un intérêt. Alors après, il n'y a pas forcément des mises en œuvre et des réalisations qui sont déjà opérationnelles, mais c'est clair que le sujet est en général regardé d'assez près. Et donc, je pense que c'est un des sujets en fonction un peu de la maturité que la maison peut avoir sur le sujet. Dans un premier temps, il faut s'approprier la technologie et surtout en mesurer les capacités et les limites. On en parlera peut-être ultérieurement, mais on voit énormément de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les capacités de l'IA. Mais quand concrètement, il faut aller sur une application professionnelle et atteindre ce que j'appelle parfois la qualité absolue, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas se permettre des approximations sur la forme des produits, sur la façon dont ils sont mis en scène, etc. On peut avoir un décalage entre ce que les outils actuels sont capables de produire et ce que on peut souhaiter et exiger, surtout en termes de qualité au niveau des maisons de luxe. Et donc, je pense que c'est très important dans un premier temps de s'assurer au moins de s'approprier les capacités et les limites de ces technologies. Il y aura un autre sujet qui sera probablement aussi de définir les plateformes techniques qu'elles utiliseront. Il y a beaucoup de sujets autour de ça. On est dans un monde qui exige de la qualité de service et donc il faudra s'assurer que la plateforme qu'on utilisera, la plateforme technique qu'on utilisera aura bien toutes les capacités en termes de temps de réponse, en termes de niveau de qualité des modèles qui sont exploitables pour pouvoir passer à un déploiement exposé à des clients, un déploiement à l'échelle. Ça, c'est un enjeu aussi important. Nous, on est confrontés régulièrement à des limitations de capacité. Et ça, c'est parce que l'industrie est en train de s'équiper et de monter en puissance, qui fait qu'on peut avoir une interaction qui n'est pas forcément très qualitative en termes de temps de réponse, par exemple. Et donc, il va falloir que ces plateformes soient définies par les maisons et par leur direction technique pour être capable de se dire, OK, on est capable d'assurer un certain niveau de service pour les applications que l'on a définies. Et le dernier point, on l'a déjà un petit peu évoqué. Je pense que ça va être relativement important assez vite de voir quels sont les cas d'usage qui sont alignés avec les valeurs des maisons autour de la notion d'authenticité. Est-ce que voilà, c'est un produit qui aurait été conçu en grande partie par l'IA générative à autant de valeur entre guillemets au niveau du patrimoine de la maison que qui aurait été conçu par des créateurs de la maison. Donc là, il y aura un sujet, voilà, jusqu'où je mets une dose d'IA générative, qu'est-ce qui reste authentique à la fois dans la création de mes produits, mais aussi éventuellement dans l'interaction que je peux avoir avec mes clients, et donc comment je définis éventuellement la collaboration et la complémentarité entre mes solutions d'IA générative et mes produits. Après, il y aura probablement toute une série de cas d'usage autour de la logistique, autour de la génération d'un certain nombre de contenus qui sont à plus faible valeur de marque, qui deviendront des usages naturels un petit peu généralisés de l'IA générative.
Ok, super, merci. Alors j'ai envie, on a vu une campagne, voilà, qui est sortie juste la semaine dernière, donc c'est tout récent, qui fait beaucoup parler d'elle, qui anime beaucoup les réseaux sociaux. C'est la dernière campagne Lancel pour lancer sa nouvelle ligne de bagagerie et qui a été faite entièrement par l'IAGEN. Alors vous pouvez aussi poser vos questions à Hervé. J'ai aussi envie de faire ce sondage auprès des participants hein, qui sont là. Quel est votre avis sur cette campagne hein, qui en effet fait parler beaucoup d'elle, déjà parce que Lancel justement est une maison de luxe. Hein, il n'y a pas si longtemps encore, elle appartenait au groupe Richemont, qui était deuxième acteur du luxe dans le monde. Et puis voilà, si visuel pour diffuser sur les plateformes Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest de Lancel, fait avec une solution Pencil Pro. Et il y a deux sujets. Il y a le sujet de la création en elle-même et il y a aussi le sujet de cette création prédictive, puisque l'avantage de cette solution, c'est aussi d'aider les créatifs à prédire le futur succès de tel ou tel format d'image en fonction de la plateforme où il va être diffusé. Donc, pendant que les gens réagissent à leur retour au questionnaire, Hervé, peut-être un premier avis sur le sujet? Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture, je vais dire, plutôt technique. On voit quand même, malgré une certaine qualité, tous les tropismes classiques des images générées par une IA, par un modèle. Voilà, on voit des sujets de perspective, des sujets de répétition, de points de vue qui n'existent pas. Donc là, voilà, on peut éventuellement voir ça comme une forme de créativité, mais ça peut aussi marquer, voilà, les publicités comme ayant été générées par une IA, et donc probablement après le premier effet peut-être d'étonnement de voir qu'il y a des petits et donc que derrière on se dit ah bah oui en fait ça a été généré par une IA, donc que ça dévalorise en quelque sorte le travail créatif qui a été fait. Donc là je pense que on voit un des enjeux hein, qui est comment l'IA peut s'insérer dans le processus sans faire trop IA, parce que là on voit quand même quelques sujets particuliers, quelques caractéristiques particulières liées à l'impérative. Et donc globalement je pense que voilà c'est probablement un essai pour voir un petit peu comment les gens réagissent, mais que clairement, toute une série de maisons, ça franchit pas le cut de ce qui est montrable et publiable pour l'image de marque de la maison. Ok, alors je vois le résultat là, de notre sondage. Hein. 40% des participants ne sont pas convaincus encore du rendu de cette campagne Lancel. 26% adorent. Voilà, donc ça aussi, c'est toujours sympa de faire des sondages. Et 35% disent je n'avais pas identifié que c'était une campagne Lancel. Donc, merci encore une fois, Hervé. Vous pouvez revenir aussi si vous avez des questions pour Hervé, n'hésitez pas. Frédéric, on va passer à toi sur ce sujet du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, j'étais toujours étonné. On voit bien, il y a une certaine forme d'actualité dans l'IAGEN, le MMM ou la RSE. Et puis, il y a toujours ce sujet persistant, récurrent, du recrutement des candidats, de la fidélisation des collaborateurs. Pourquoi, selon toi, ce sujet est-il toujours aussi persistant chez les acteurs du luxe? Alors, bonjour à tous déjà. Je suis pas sûre que ça soit uniquement chez les acteurs du luxe. Je pense que c'est un sujet qui est majeur pour faire fonctionner une entreprise. Il faut des talents. Et on sait qu'aujourd'hui, ces talents sont de moins en moins fidèles et sont de plus en plus exigeants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, voilà, c'est un vrai sujet de stratégie d'entreprise. Ok, merci. Deuxième question, longtemps, par leur image, leur attractivité, leur aura, les maisons de luxe ont attiré beaucoup de talents. Et on a l'impression que cette dynamique semble un peu s'essouffler aujourd'hui, que le jeu se rééquilibre finalement entre
des candidats de plus en plus formés, sortis de bonnes écoles, et par rapport aux maisons de luxe, et qui sont de plus en plus exigeants et attentifs aussi peut-être à d'autres dimensions que, on va dire, l'aura de la maison de luxe. Quelles évolutions vois-tu, notamment ces dernières années, toi, dans les comportements des candidats et leurs exigences, notamment nouvelles vis-à-vis des maisons de luxe? Alors, pour rappel, je vais vous reciter pour moi les 4 piliers des attentes des candidats que j'ai rencontrés ces derniers temps. Le premier, c'est l'intérêt du poste, le projet, les missions. Le deuxième, c'est la possibilité pour eux de monter en compétences. Le troisième, ça va être la qualité de vie au travail. Et le quatrième, qui est un nouvel entrant, la RSE. Ah oui, et ça avant même la marque. Tout à fait. Okay. En fait, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez général. Mais ce qui arrive vraiment de façon très forte depuis quelque temps, c'est les 2 derniers points. La qualité de vie au travail. Et quand je parle de qualité de vie au travail, ça va être bien sûr tous les sujets autour du télétravail, qui sont sur lesquels maintenant on est bien installé depuis la crise du Covid. Dans l'univers du luxe, très souvent on est dans une culture très créative où il y a besoin de beaucoup d'échanges entre les personnes, où c'est des échanges plutôt oraux, moins renseignés, et donc le télétravail ne facilite pas ça. Et donc, même si les marques, les maisons proposent du télétravail, finalement, dans l'usage, c'est moins le cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les candidats vont vraiment se renseigner pour savoir si ça leur convient. La deuxième chose, c'est dans cette partie qualité de vie au travail, c'est l'environnement dans lequel ils vont travailler, mais aussi d'un point de vue technologique. C'est-à-dire que ce que va chercher le candidat aujourd'hui, c'est à être un collaborateur augmenté. Et ça rejoint la partie d'Hervé aussi, c'est-à-dire que Hervé a parlé beaucoup des usages, des cas d'usage que pouvait apporter l'IA vis-à-vis du client, de la connaissance du client, etc. Mais le collaborateur, le candidat, il a aussi envie d'être augmenté par tous ces outils. C'est-à-dire que, par exemple, quel va être l'environnement sur les outils de connaissance client? Quel va être l'environnement sur tous les outils cloud qui vont lui donner accès à plein d'autres logiciels. Et puis, comment l'IA va s'inscrire dans son parcours, lui aussi, de collaborateur. Donc ça, c'est un deuxième point qui est assez important et qui revient beaucoup dans les questions des candidats. Et puis, le point que j'ai souligné tout à l'heure, qui est quelque chose qui est apparu dans l'année, c'est vraiment tous les sujets autour de la RSE. On a des candidats qui sont de plus en plus engagés sur ces sujets-là. Et qui veulent savoir comment l'entreprise dans laquelle ils vont pouvoir, l'entreprise qu'ils vont intégrer, s'inscrit aussi sur ces sujets. Donc, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental. Ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants. On a des candidats qui sont aujourd'hui, qui refusent des postes parce que la marque ne répond pas à leurs attentes. Je vous donne un exemple. On avait un candidat sur un très beau poste dans une équipe innovation que la marque voulait recruter et le candidat a refusé parce qu'il y avait trop de déplacements en avion. Il a demandé si on pouvait réduire ça, faire des déplacements en train, etc. Il se trouvait que ça n'était pas possible. Et donc, ce candidat a refusé. Donc ça, c'est des sujets qu'on voit. Pas seulement dans les maisons de luxe, mais c'est vrai que les maisons de luxe ont souvent un environnement de travail international, donc c'est des sujets qui se posent aussi. Voilà, pour ce que je vois sur les changements des comportements des candidats en ce moment. Et alors, du coup, la question qui vient après, c'est comment les maisons de luxe s'adaptent face à ces nouvelles exigences, tant sur le volet des exigences des candidats, sur le recrutement, mais aussi, j'imagine, aussi sur le volet fidélisation des collaborateurs, qui est aussi un sujet chez les maisons de luxe aujourd'hui. Tout à fait. Alors, sur le premier sujet du recrutement, c'est vrai que les maisons de luxe, la plupart du temps, quand même, demandent une appétence forte à leur secteur.
pour bien comprendre tout ce qui est expérience client, l'expérience exceptionnelle qui est proposée par ces maisons à leurs clients. Et du coup, ça réduit quand même aussi le nombre, le volume, on va dire, de candidats qui peuvent correspondre aux attentes des maisons de luxe. Face à ça, on a des candidats, on vient d'expliquer, qui ont aussi certaines attentes. Donc, ce qu'on fait les maisons de luxe ces derniers temps, c'est quand même de créer aussi des parcours de formation qui sont liés à des universités prestigieuses, telles que Bocconi, par exemple, où il y a des masters dans le luxe et qui sont affiliés à certaines maisons. C'est des chaires en data science à Polytechnique, enfin une chaire en data science à Polytechnique qui a été montée par une maison aussi. C'est des écoles créées par les maisons elles-mêmes pour former des personnes et pouvoir les embaucher derrière. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est par rapport à tous ces sujets qui intéressent les candidats, c'est c'est bien communiquer sur ce qui est fait dans la maison. À l'extérieur, on ne sait pas forcément quel est l'environnement de travail technologique. Si je recrute un data scientist, pour lui, l'univers du luxe n'est pas forcément celui qui lui paraît le plus, exigeant en technologie, et donc il va pas se tourner vers les maisons de luxe en priorité, sauf si celles-ci ont beaucoup communiqué. Par exemple, on voit passer beaucoup de postes de Louis Vuitton, de sa direction de l'innovation, qui communique beaucoup sur ces sujets-là, ce qui fait que quand il y a des postes en data science, par exemple, Louis Vuitton arrive à quand même recueillir pas mal de CV qui sont intéressants. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on n'a pas communiqué sur son environnement de travail, son environnement technologique, etc. Donc ça peut être vraiment des réponses des ressources humaines face aux demandes des candidats. Le deuxième point qui est important, c'est bien sûr la fidélisation. Par rapport à ce que demandent les candidats, donc la première chose, c'est effectivement d'avoir les bons outils. Tout l'environnement de travail qui est nécessaire. Donc, les outils technologiques dont on a parlé, mais aussi la bienveillance, qui est quand même un des sujets prégnants aujourd'hui dans toutes les problématiques, les soucis des candidats. Les candidats se renseignent beaucoup, donc ils vont savoir. Donc ça, c'est aussi une partie, qui n'est pas négligeable. Et donc, ils vont aussi beaucoup s'investir dans tous ces sujets-là, et l'entreprise doit s'investir aussi dans ces sujets-là. La troisième chose, c'est toute la partie formation interne. Donc, il y a les formations qui sont proposées par les ressources humaines, très bien. Il y a aussi toutes les formations qui peuvent être proposées par les managers, c'est-à-dire des learning expeditions. C'est-à-dire comment partager avec d'autres maisons du groupe les best practices, tout ce qui est possible de faire, et le collaborateur peut donc du coup se progresser aussi grâce à tous ces échanges-là. Enfin, souvent dans l'univers des maisons de luxe, on est sur une expérience client très particulière. Et finalement, les collaborateurs s'attendent aussi à vivre une expérience collaborateur très particulière. D'ailleurs, c'est Richard Branson qui disait que pour avoir des bons clients, il faut avoir des super collaborateurs. Et donc, certaines maisons se sont mises à proposer aussi des expériences très particulières, des parcours d'exception. Nous, par exemple, on avait recruté un collaborateur qui était assez jeune en data science, mais avec beaucoup de potentiel. Quand au bout de 2 ans, il a demandé à évoluer et qu'il y avait un poste de management au-dessus de lui qui était plutôt un poste senior, finalement, la maison l'a entendu et a pris ce risque de l'accompagner sur ce type de poste. Et ça a bien sûr fidélisé le collaborateur. Ça demande quand même un investissement de la maison, mais du coup, c'est vraiment une marque d'intérêt et un point très fidélisant pour le collaborateur. On voit aussi des possibilités, par exemple, de parcours un peu disruptifs avec des vie ma vie. C'est-à-dire qu'on va proposer au collaborateur de sortir de sa zone de confort de son métier pour aller vivre une autre expérience dans un autre métier, ou même de l'envoyer dans une filiale
sur une période de 6 mois à 1 an pour vivre aussi cette expérience. Ça, c'est très fidélisant aussi. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr l'investissement des marques dans tout ce qui est politique RSE, etc. Tout en plus en proposant aux collaborateurs d'y participer. Par exemple, si il y a des salons qui se montent pour parler de l'entreprise à des jeunes étudiants, embarquer tous les collaborateurs sur cette expérience-là. Voilà, donc on voit qu'il y a plusieurs pistes qui ont été déjà un peu préemptées, mais finalement, du côté recrutement, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même plus facile pour les grandes maisons que pour les petites maisons, et du coup, ça a bien sûr un impact direct sur le recrutement et la formation. Et la fidélisation, pardon. Ok, et dernière question, je vois que l'heure tourne, mais voilà, on est à mi-année. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, voilà, sur cette mi-année en termes de stratégie de recrutement chez les acteurs du luxe? Ce qui est assez étonnant cette année, c'est que probablement pour des raisons financières, beaucoup d'acteurs du luxe ont arrêté de travailler avec des chasseurs de tête. C'est-à-dire ce sont les équipes ressources humaines qui opèrent les recrutements tout seuls. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, les personnes qui postulent ne sont pas les personnes qu'on a envie de recruter. Donc, ce qui demande un travail quand même de recherche des équipes RH qui sont pas forcément... qui n'ont pas forcément le temps de faire ça, et puis qui ne connaissent pas toujours les métiers, en particulier sur les métiers demandant une connaissance technologique. Ça complexifie les choses. Donc finalement, ce qui au départ était un choix probablement financier n'est, à mon avis, pas très productif. C'est plus facile, encore une fois, pour les grandes maisons que pour les petites maisons. Ok, super, merci. Alors Frédéric, tu viens de mettre la vidéo, merci. Donc, première question pour toi. Les marques de luxe font partie des grands annonceurs et des plus grands communicants dans le paysage média. Si je regarde juste à l'échelle du groupe LVMH, c'est assurément le premier client à la fois de Google, de Meta, mais aussi de Tencent, la maison mère de WhatsApp. Et pourtant, alors que la data, je dirais, infuse partout, que le KPI et la mesure de performance est de plus en plus devenu un standard, on a l'impression que la mesure de chaque euro investi en médias semble toujours aléatoire, voire incertaine. Est-ce que tu partages ce constat et quel regard portes-tu sur ce paradoxe du luxe, beaucoup d'investissements, quand même des maisons qui sont quand même avancées, qui ont une forte maturité sur le ROI et le retour sur investissement, et puis cette mesure finalement somme toute encore aléatoire, je dirais, par rapport aux investissements en médias en milliards de dollars, si on veut donner des échelles des groupes de luxe. Oui, alors cette mesure d'efficacité business, effectivement, elle est, je ne sais pas si elle est aléatoire, mais disons qu'elle n'est pas encore systématisée. Et je pense qu'effectivement, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons un petit peu culturelles. Moi, j'ai souvent entendu dire dans des rendez-vous que la création, ça se mesurait pas. Alors, c'est la création publicitaire, mais c'est aussi pour ces marques-là, il y a beaucoup de choses qui sont dans le produit, tout se fait par le produit, par la création du produit. Donc culturellement, on n'était pas tellement enclin en fait à mesurer cette performance business. Ou au moins, il y a de la mesure d'efficacité en fait, mais elle n'est pas souvent business. Mesure d'efficacité, ça veut dire elle est quand même vérifiée que sur des KPI plus d'attitude, ce que les gens pensent d'une marque, l'univers d'image, les égéries. Mais donc effectivement, on n'allait pas jusqu'au business. Alors, il y a des choses assez simples. Quand tout va bien, on regarde pas trop en fait. Donc effectivement, quand le business se développe, on va pas aller investir dans une mesure de performance parce qu'on sait que ça marche. Donc effectivement, on est peut-être à un moment où les chemins vont un petit peu se croiser, donc les performances vont être un petit peu moins dominantes, il va y avoir plus de concurrence. Il y avait aussi, comme Frédéric l'évoquait dans son sujet précédent, en fait, la data n'était pas toujours mature, les systèmes d'information non plus, la techno moins, donc c'était peut-être pas le bon moment, c'était plus difficile.
Et puis, qui dit performance business dit que on est obligé de s'intéresser à tout le reste. Comme tu l'as dit, les MMM, à la base, historiquement, c'est de la mesure de performance, souvent de communication, hein, enfin d'éléments de mix. Mais du coup, pour bien comprendre la communication, l'impact de la publicité, il faut aller comprendre tout le reste aussi, puisque tout le reste peut influencer le business. Quand tu regardes que l'image, tu peux te dire c'est surtout la communication. Mais quand tu tâches pour business, du coup, il faut s'intéresser à l'ensemble. Donc les sujets étaient un petit peu complexes. Mais je crois vraiment que tout ça est en train d'évoluer, puisque toutes les planètes s'alignent un petit peu. Et puis il y a aussi des enjeux, des contraintes. Hein. Il y a une pression financière qui est de plus en plus forte. Donc l'obligation de résultats. Et puis aussi, tous les métiers digitaux, tous les sujets de performance digitale ont amené ces sujets de performance. Donc une communication, donc une direction de communication, elle doit aussi rendre des comptes comme les autres leviers, comme le digital. Donc il y a une concordance en ce moment et je pense que tout est en train un petit peu de basculer. Donc je pense que les perspectives sont assez fortes et tout le monde a besoin de comprendre ce qui se passe en fait. Et alors justement, dans ce contexte, qu'apportent justement les modèles de MMM aux maisons de luxe? D'autant que toi, de ce que j'ai compris dans la solution que tu as développée, hein, tu ne regardes pas que le média, ni que les piliers marketing, mais l'ensemble des items business. Ça peut être l'ouverture d'un nouveau magasin, ça peut être le niveau de satisfaction client, ça peut être le choix de Zendaya versus Julia Roberts pour Lancôme. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça apporte ces modèles aujourd'hui aux maisons de luxe? Déjà, ça leur apporte ce que ça apporte aux autres, donc à tous les marchés. Donc, c'est tout simplement ce qu'on disait en amont, hein, c'est être capable d'isoler la contribution de tout ce qu'on met en place et de tout ce qu'on subit. Parce que de plus en plus, on n'est pas maître complètement de sa performance. Donc, le modèle, il est là pour isoler pour toi la contribution de tout ce qui se met en place ou tout ce que tu ne maîtrises pas. Donc, ça, c'est l'apport pour tout le monde, pour tous les marchés. Mais c'est un pilier très important, c'est le principal de la modélisation. Mais l'intérêt du coup là des MMM pour le luxe, c'est comme tu l'as dit, c'est de brancher aussi tous les sujets, toutes les questions qu'on pose sur ces leviers spécifiques ou ces éléments spécifiques. Donc effectivement, c'est y introduire des questions, donc pouvoir répondre à que me rapporte mon égérie, est-ce qu'elle me rapporte plus ou moins qu'une autre. Donc tous les enjeux vraiment spécifiques liés aussi à la clientèle, liés aussi au point de vente. Je fais encore le lien avec Frédéric précédemment. Ce qui se passe dans les magasins, les équipes, leur formation, c'est des choses qui peuvent être intégrées, puisqu'en fait ça peut être des critères, des KPI, de qualité d'accueil, de nombre, de disponibilité. Donc tout ça peut être intégré dans une modélisation qui, comme tu l'as dit, effectivement, est de plus en plus obligatoirement très holistique en fait. Même si la question initiale souvent c'est quelle est la contribution de ma com. En vrai, si moi je veux bien répondre à ça, il faut qu'on réponde à toutes les questions de tous les autres facteurs qui vont en fait influencer le business. Donc par définition, le MMM il tend vers le business modeling et il est surtout exploité par toutes les directions. Même si souvent il rentre par une direction, par une question, en fait ça se diffuse parce que ça répond à plein d'enjeux et ça permet finalement à tout le monde d'avoir une plateforme de discussion de performance où tous les métiers sont intégrés en fait. D'accord. Donc en fait, plus il est multidimensionnel, plus et ça va être juste dans le calcul de la contribution de tel ou tel item au revenu, c'est ça? Exactement. Et plus il sera rentable pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va répondre à tout un ensemble de questions. Même si on rentre par une seule, on va avoir tout un ensemble de questions. Donc là, même la rentabilité elle-même de la démarche est très rapidement acquise, puisque tu vas répondre à des enjeux de RH, de distribution, de primes commerciales, etc., etc. Ok. Alors tu peux nous donner un exemple? Tu me disais en préparant ce webinaire, par exemple, tu avais mesuré la contribution du niveau de satisfaction client chez Air France et chez KLM, hein, donc pour le groupe Air France KLM, et que selon les marques, en fait, la satisfaction client ne jouait pas le même rôle. Et ça, exactement. C'est vachement intéressant, si tu peux nous en dire un peu. Ouais, du coup, là, sur ce client-là, on était rentré sur la question de la communication classique, hein, mais assez naturellement, on a dû intégrer tous les éléments qui peuvent expliquer la performance. Et du coup, là, c'était plutôt une question qui est arrivée comme ça. Si on en profitait pour mesurer l'impact du NPS finalement, quelle est la contribution du NPS? Donc jusqu'à maintenant, il y a une littérature qui est écrite. Il y a pas mal de grands cabinets qui ont fait des analyses à travers des cas, etc. Mais là, l'enjeu, c'était d'avoir quelque chose de très spécifique, pas lié à un secteur, mais vraiment pour ces marques-là, parce que le groupe Air France KLM a des marques différentes.
parce qu'elles sont déjà nationalement différentes. Hein. On a deux grosses compagnies, donc avec des cultures assez différentes. Et donc, effectivement, l'enjeu là, a été de vérifier, alors même si l'objectif du NPS était donné à tous, c'était commun, de vérifier les spécificités entre les marques, en fait, entre les compagnies. Et là, les choses sont très, très différentes. Comme tu l'as dit, c'est même à deux niveaux. C'est pour l'une ou pour l'autre des compagnies, le NPS n'avait pas le même impact sur le business, déjà. Et puis surtout, pour l'une ou l'autre des compagnies, on ne pouvait pas espérer la même chose d'un mouvement de NPS. Pour caricaturer, très simplement, comme on aime bien faire un peu du French bashing, en France, on aime bien dire qu'on n'aime pas Air France, donc ça peut vite dégringoler, ça remonte pas beaucoup, et ça a un gros impact sur le business. Ce qui était moins le cas d'une compagnie comme KLM, qui est plus stable, etc. Donc, dans l'entreprise, on a pu démontrer du coup que il se passait des choses différentes, donc il fallait gérer aussi les choses différemment et faire des plans d'action vraiment spécifiques pour bien répondre à la problématique. Donc là, tu vois, c'est vraiment un sujet dérivé qui a profité d'une analyse plutôt communication, mais du coup qui s'est élargie parce qu'elle est globale. Ok. Alors, pour un peu de technique, peut-être pour les aficionados, parce qu'on se dit, derrière, il y a comme un peu de magie, à réussir à isoler la contribution. Tu peux nous expliquer, d'un point de vue économétrique, comment tu arrives justement à isoler de façon fiable, justement, la contribution d'un item parmi potentiellement 120 autres items dans une création de trafic, une génération de chiffre d'affaires pour une marque? Alors, c'est en fait extrêmement simple, c'est juste systématisé par la statistique, mais en fait le raisonnement est assez simple. Tu as plein de facteurs explicatifs, mais en fait on va utiliser les variations qu'on trouve dans le temps, c'est-à-dire chaque semaine ou chaque jour, ça dépend du grain que tu vas analyser, tout va pas se passer de la même manière. Tu vas avoir des semaines avec communication, des semaines sans communication, des semaines avec certains niveaux de communication, des semaines où tu as en même temps de la promotion, où il se passe quelque chose dans tes magasins. Donc on se sert en fait de toute cette diversité entre semaines, mais aussi dans les niveaux des moyens que tu mets en place. Tu vas pas toujours faire le même type de communication, pas toujours au même niveau d'investissement. Ouais. On se nourrit de toutes ces différences. Donc en fait, on prolonge simplement l'analyse classique que peut faire un directeur marketing ou un chef de produit qui va regarder les semaines où il a fait quelque chose, est-ce que ça marche mieux que les autres semaines. Là, en fait, on va le systématiser, multiplier toutes les dimensions, là où le cerveau humain ne peut plus, donc on fait de la stat, juste sur un ensemble de variations. Et toutes ces variations nous permettent de décomposer tous les effets. Ce qui est aussi important, et là, ça peut être aussi des points particuliers pour le luxe, c'est qu'au-delà de dire on a fait ci ou ça telle semaine, la modélisation va essayer de comprendre la relation entre chacun des stimuli ou chacun des items avec les ventes. Et là, on va introduire une autre type de variation. C'est-à-dire que tu peux faire en même temps deux actions, mais tu sais qu'elles ont une nature d'influence différente. Donc, tu recrées de la variabilité. Tu sais peut-être que celle-ci, elle va agir instantanément. Cette autre-là va être beaucoup plus long terme. Donc là, tu recrées en fait de la variation. Et ça, la statistique, elle s'en nourrit, elle fait des différences, elle compare et elle isole. Alors après, la magie n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne vas jamais isoler toutes les combinaisons possibles, puisqu'en fait, on va avoir un set de data limité. Donc, quand tu disais, on a des centaines de facteurs, on va résumer tout ça à une combinaison d'une soixantaine de facteurs qui va bien expliquer l'ensemble de ton business. Ok, super. Merci beaucoup, Frédéric. Charlotte vient de nous rejoindre. Donc, question en effet sur la responsabilité sociale, environnementale, qui touche le monde, mais qui aussi transfigure un peu pas mal de secteurs d'activité, à la fois enjeux de production, enjeux de nouveaux business models, enjeux d'image aussi pour les secteurs du luxe. Quels sont aujourd'hui les défis que la RSE lance aux acteurs du luxe selon toi, Charlotte? Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Avant de parler des défis, une remarque préliminaire. Je pense qu'il est important de noter que le luxe a une place un peu à part parmi l'ensemble des secteurs d'activité en termes d'enjeux RSE. Il a une place un peu à part parce que les codes du luxe, on va dire l'ADN du luxe, sont finalement assez en résonance avec les enjeux et les défis RSE. Le luxe, qui dit luxe dit produit durable. Quand j'achète un sac, c'est pour le garder longtemps et c'est souvent pour le transmettre. Qui dit luxe dit place importante accordée à l'artisanat.
place importante accordée à la production locale, matières nobles, matières durables. Et tout ça, ce sont des enjeux que l'on retrouve largement parmi les enjeux RSE, la durabilité, la production locale, l'artisanat, les matières nobles, les matières durables. Donc ça, c'est quand même, je pense, une remarque assez importante à faire en préambule. Cela étant dit, le luxe est quand même confronté à des enjeux très importants, pour ne pas dire énormes, en termes de défis environnementaux. Pour parler du textile, le luxe est un des segments du textile. Le textile est une industrie très polluante, hein, on le sait. Il pèse beaucoup dans l'empreinte environnementale. Je crois que c'est 4 à 6% des émissions de gaz à effet de serre. Le textile est très consommateur d'eau dans des périodes où on va au-devant d'un stress hydrique intense, hein, on le sait. Le textile est très consommateur de produits chimiques. Donc, produits chimiques égale effluent, égale pollution, égale rejet, divers et variés. Et donc le luxe, notamment à travers le textile, est confronté à de nombreux enjeux. Pour entrer un tout petit peu dans le détail, je pense que le gros de l'empreinte environnementale dans le luxe, c'est l'amont, c'est la production. C'est la production avec des enjeux dans le choix des matières. Juste pour donner un exemple, le luxe sollicite beaucoup le cuir. Le cuir, c'est l'élevage. Et on sait les enjeux énormes que représente l'élevage en termes d'émissions de gaz à effet de serre et aussi sur un autre plan en termes de bien-être animal. Voilà, donc ça, c'est un des enjeux majeurs. Le choix de matières durables, le choix de matières responsables sont des enjeux très importants. Autre enjeu lié à la production, c'est tout ce qui est dans la façon de produire. Donc, les marques travaillent toutes à une production qui va être moins consommatrice d'eau, moins émettrice de CO2, de gaz à effet de serre, très important aussi. Autre sujet lié à la production, les invendus. Donc, Dieu merci, avec la loi AGEC, la destruction des invendus est derrière nous. En revanche, un invendu, ça reste un invendu. Donc, un invendu, ça reste de la matière et de l'énergie que l'on a consommée, finalement, pour rien, j'ai envie de dire. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de limiter ces invendus. Et ça, c'est typiquement un cas où la data et l'intelligence artificielle sont très importantes pour limiter au maximum les invendus, donc ajuster au mieux la quantité produite en fonction de la demande du marché. Donc voilà des exemples d'enjeux RSE liés à l'amont, la production. Et puis après, j'en citerai un autre, ce sont les enjeux liés au modèle économique, au business model. Aujourd'hui, le business model du luxe est grandement lié à de la linéarité. J'extrais la matière, ou je la produis, hein, le lin, l'or, je produis, je vends, puis après, du côté client, j'achète, j'utilise, puis après, je jette. Aujourd'hui, le luxe réfléchit à des modèles économiques qui sont beaucoup plus économes en termes de consommation de matière et d'énergie, notamment des modèles liés à l'économie circulaire. La seconde main, dont on parle beaucoup, et qui est en forte augmentation et en forte croissance dans certaines maisons de luxe, plus 10 à 15%, j'ai vu récemment. Et puis après, tu as le réemploi, tu as la réparation, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour les enjeux RSE. J'en rajouterai peut-être un dernier qui est un enjeu d'image. Et ça, c'est assez paradoxal par rapport à ce que j'ai dit au début. Au début, j'ai dit les codes du luxe sont finalement assez en accord. Et pourtant, paradoxalement, le luxe, c'est quand même assez accessible. Hein, les produits de luxe à un petit nombre de personnes. Donc, qui dit luxe dit exclusivité. Et donc, à ce titre, le luxe est quand même questionné par bon nombre de militants écologistes, et bon nombre d'activistes qui disent, qui questionnent le bien fondé du luxe dans un environnement d'urgence climatique et dans un contexte où on arrive devant de défis absolument énormes. Et à ce titre, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est ce rejet, ce tollé dont a fait l'objet le laboratoire de luxe durable qui voulait installer le groupe LVMH à l'école polytechnique, qui était pourtant un laboratoire de luxe durable. Hein, c'était pourtant de la R&D liée au luxe durable. Et les élèves de l'école polytechnique l'ont rejeté en masse. Et donc, le laboratoire, finalement, le projet ne s'est pas fait. J'ai trouvé que c'était extrêmement édifiant en termes d'image de marque. Voilà. Tout dernier sujet, je suis un peu bavarde, mais c'est peut-être le plus important. Les enjeux RSE du luxe, ce n'est pas juste des enjeux de préservation des écosystèmes. Et c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. C'est aussi des enjeux de préservation du business. C'est aussi et surtout des enjeux de préservation du business. Il y a des pénuries d'or un peu partout sur la planète. Le lin, le coton, c'est de plus en plus
compliqué à produire. Et donc, toute la chaîne de valeur du luxe va être impactée. Ça va être de plus en plus compliqué de produire certains produits et d'obtenir certaines matières. Et donc, on va au-devant d'enjeux business et chaînes de valeur majeures pour ce secteur d'activité. Voilà. Merci. Et donc, tu parlais des enjeux et notamment de la destruction des invendus. Hein. Burberry, notamment, a été en 2019 une des premières maisons à s'engager sur la non-destruction de ces invendus. Après un scandale qui avait lieu, ça aide aussi à faire bouger les lignes. Est-ce qu'au-delà des enjeux, tu as vu comme ça des exemples marquants chez les marques de luxe où on voit que les lignes bougent et que les maisons s'engagent? Il y a aussi, par exemple, des alliances entre concurrents parfois, ou d'autres exemples que tu aurais vus récemment? Les alliances, pour le coup, pour moi, c'est le plus marquant et le plus important. D'abord, est-ce que les lignes bougent? Oui, elles bougent clairement. Elles bougent clairement, d'abord parce que la réglementation européenne, j'ai envie de dire, pousse aux fesses toutes les marques, dont les marques de luxe. Et donc, le reporting extra-financier est en train d'accélérer vraiment très fortement. Et puis, je pense que les marques de luxe ont compris les enjeux énormes auxquels elles font face, les enjeux business, les enjeux de chaîne de valeur, les enjeux logistiques qui les attendent dans les mois qui viennent. Il va y avoir des stress hydriques en permanence, des pénuries, des ruptures de stock. Donc oui, je pense que maintenant le sujet est pris à un très très haut niveau, voire même par les directions générales. Tu parlais des alliances sectorielles, des alliances de place. Pour moi, c'est probablement la chose la plus importante dans les initiatives que l'on voit, parce que clairement, si une marque avance toute seule, elle est morte. Elle est morte parce que les initiatives RSE, ce sont des initiatives coûteuses, c'est des investissements avec des retours plus long terme. Et donc, si une marque est la seule de son secteur à le faire, elle est morte. Tu me diras, les autres marques sont mortes aussi, mais un peu plus après, si elles ne le font pas. Donc, tout le monde meurt dans l'histoire. Mais enfin, en tout état de cause, c'est très important que le secteur avance de front. Et donc, c'est vrai qu'on a vu, dans à peu près tous les secteurs, mais en particulier le luxe, des alliances de place et des initiatives de place qui sont très marquantes. Je pense au Fashion Pact, qui est un regroupement d'un certain nombre de maisons de luxe qui réfléchissent aux enjeux d'impact et notamment à tout ce qui est, le net zéro et la décarbonation d'ici 2050, les objectifs de décarbonation d'ici 2050. Je pense aussi aux discussions récentes entre les groupes Chanel et LVMH, qui sont très très marquantes pour moi, parce que c'est des discussions autour des pratiques RSE et aussi du reporting extra-financier. Et je pense que ça va dans le bon sens et que c'est très marquant de voir des groupes qui sont quand même concurrents réfléchir ensemble aux meilleures pratiques possibles sur le sujet. Donc je vois ça. Et après, j'ai envie de te citer les business models innovants. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui. J'ai envie de te le citer parce que c'est des choses très vertueuses qui n'ont pas encore trouvé leur marché. On dit la seconde main, ça explose. Oui, ça explose. N'empêche que c'est encore le début. Ça commence. Oui. La réparation, ça explose. Oui, ça explose, mais c'est le début. Et moi, j'ai dit aux marques de luxe, continuez, ne vous découragez pas parce que c'est quand même l'avenir. C'est à ce prix-là qu'on va consommer moins de matière et moins d'énergie. Et c'est sûr que ça va trouver son marché. Il faut maintenant qu'on atteigne un niveau industriel, que les clients suivent. Mais c'est sûr que ça va se passer. On a parlé de seconde main beaucoup. Je voudrais citer un exemple dans la réparation qui m'a marqué. C'est Bottega Veneta qui fait un certificat d'artisanat qui est en fait une garantie à vie. En fait, donc quand j'achète un sac, je peux le faire réparer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans après. Donc ça, c'est quand même, je trouve, très intéressant. Autre exemple, c'est Loewe. Initiative similaire, extrêmement intéressante. Je crois que c'est en Asie, au Japon plus exactement, qu'ils ont lancé des boutiques Loewe Recraft où je peux aller faire réparer mon sac. Et petite touche supplémentaire, je peux la faire réparer par un artisan de manière personnalisée et en utilisant des pièces des collections des années d'avant, ce qui est vraiment triplement vertueux. Mise en avant de le travail de l'artisanat, exploitation des invendus de l'année d'avant, personnalisation de ce que je propose aux clients et la réparation, donc je garde mon produit plus longtemps, réparation qui est encore plus vertueuse en fait que la seconde main. Parce que la seconde main, je rachète quand même. Je rachète de seconde main, mais je rachète. La réparation, je ne rachète pas. Je garde plus longtemps mon produit. Voilà. Dernière question, Charlotte, toi, justement, pour saisir cet avenir, et toi aussi qui est une dirigeante, qui a engagé la transformation RSE aussi du cabinet Equincy, quels sont si tu avais 3, 4 facteurs clés de réussite pour permettre aux acteurs du luxe, justement, de saisir cet avenir et d'adresser ces enjeux RSE, quels sont-ils selon toi? Le premier, je l'ai déjà dit, c'est de prendre le sujet au sommet. Quand je dis au sommet, c'est au COMEX,
voire à la direction générale. Pourquoi ? Parce que ce sont des enjeux stratégiques qui vont impacter de manière majeure les écosystèmes et le modèle économique de l'entreprise, mais aussi parce qu'il va falloir changer de sujet. C'est des cycles d'investissement qui vont être plus longs. Donc, on ne peut plus attendre des retours sur investissement à quelques mois, voire quelques semaines. Sur ces enjeux RSE, il faut avoir des lunettes un peu plus long terme. Je pense que les fonds d'investissement l'ont compris, paradoxalement. Maintenant, les industriels et les grandes marques doivent le comprendre. Donc, sujet qui doit être traité à un niveau direction générale, c'est très, très important, mais c'est de plus en plus le cas. Deuxième condition de succès, je dirais se former. En fait, c'est des sujets nouveaux. Si je caricature, je dirais que tout le monde est aussi nul sur le sujet. Il y en a des un peu moins nuls, mais tout le monde démarre. Tout le monde est aussi nul et ce sont des sujets, premièrement, mouvants, ça bouge tout le temps, la réglementation évolue en permanence, et deuxièmement, assez technique. Quand on se plonge sur des sujets de biodiversité, d'empreinte carbone, on arrive tout de suite sur des enjeux d'ingénierie qui sont assez techniques. Et troisièmement, des enjeux spécifiques à chaque métier. Les achats durables, les enjeux de l'acheteur, c'est pas les mêmes que les enjeux du communicant qui va chercher à réduire l'empreinte environnementale de sa campagne. C'est pas les mêmes que le gars de la data qui va essayer d'aller collecter les données utiles pour mesurer sa performance. Donc, il y a lieu de créer des parcours de formation et le fait est que c'est là-dessus qu'on est de plus en plus sollicité. Parcours de formation adaptés depuis le COMEX jusqu'aux opérationnels, depuis les métiers terrain jusqu'aux métiers, les achats, la direction financière, le juridique, etc., etc. Voilà, ça c'est le deuxième. Et puis le troisième, je pense qu'il faut, si la RSE veut réussir, entre guillemets, il faut qu'elle adopte les codes et le langage de l'entreprise. Il faut qu'elle parle business, il faut qu'elle parle euro ou dollar selon les cas. Il faut qu'elle rentre dans le PNL. Il faut que l'on quantifie dans la comptabilité les dettes environnementales. Et c'est ce que font de plus en plus de marques. Bell, dans un autre secteur, le fait. Je crois que Kering le fait aussi, c'est-à-dire définir des PNL environnementaux. Autrement dit, dès que j'envisage telle initiative, telle stratégie, j'ai d'un côté le PNL financier, de l'autre côté le PNL environnemental, qui peut être négatif ou positif au demeurant, parce qu'il y a des projets qui régénèrent les écosystèmes, et les décisions doivent se prendre au regard des deux, pas uniquement le PNL financier. Il faut que les deux soient portés à peu près au même niveau. C'est encore assez théorique, mais il faut vraiment aller dans ce sens-là, me semble-t-il. Super, merci beaucoup, merci à tous les quatre pour vos insights, vos retours d'expérience sur ces 4 priorités du luxe. Il est 13h03, on a démarré avec 2 minutes de retard, donc on a essayé de tenir le chronomètre. Vous pouvez encore poser vos questions si vous le souhaitez, comme Elsa qui a posé une question sur en effet la mesure d'impact de la campagne Lancel, et Hervé lui a répondu dans le module de conversation. Bien évidemment, on va vous envoyer le replay de ce webinaire, et l'équipe Equancy reste à votre disposition pour adresser, instruire ces 4 priorités du luxe, mais aussi bien d'autres avec vous, à vos côtés. Et on espère toujours demain pour des avenirs radieux, que ce soit en IAGEN, en RSE, en recrutement des personnes ou en marketing mix modeling. Bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le luxe. Merci. 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 Merci, au revoir. Au revoir.